Un podcast France Culture. Pendant l'hiver 2021, je me promenais dans le Jura suisse avec Thomas, un ami naturaliste et photographe animalier. C'était au creux du vent, près du lac de Neuchâtel. À un moment, un couple de grands corbeaux est passé dans le ciel. Et Thomas, ce jour-là, m'a fait un précieux cadeau. Il m'a appris à reconnaître le grand corbeau, à le différencier de la corneille. « Regarde bien », il m'a dit. La queue du grand corbeau est en forme de losange, alors que celle de la corneille est en éventail. Observe le voler, ce grand corbeau. Son gise, c'est-à-dire sa façon de voler dans le jargon des ornithos, est différent de celui de la corneille. Tu vois, le corbeau plane le plus souvent, alors que la corneille, elle, bat régulièrement des ailes. Une fois à terre, la corneille sautille en général, alors que le corbeau marche. Et écoute bien, le cri du grand corbeau est bref, alors que celui de la corneille est plus grave, fort et long. C'est important de bien savoir qui est qui dans le vivant. Tous les animaux se guettent et s'observent très attentivement. À l'occasion d'émissions que j'avais faites sur les vautours dans mon autre podcast Baleine sous gravillon, j'avais été fasciné par le fait que les vautours guettent davantage les allées et venues des corvidés qu'ils ne cherchent des charognes. En fait, les corvidés sont ses meilleurs indices. Dans cet épisode, nous allons parler de ce rôle essentiel des corvidés, archi-essentiel dans la nature. Ce sont des recycleurs, des nettoyeurs, des équarrisseurs naturels. 3e épisode, un éboueur recycleur indispensable. Dans le grand restaurant du vivant, il y a les producteurs, les plantes ou le plancton par exemple. Il y a les consommateurs, le zèbre ou le lion, et il y a les décomposeurs, les vautours ou les bactéries. Nos corvidés, eux, sont ceinture et bretelles. Ils sont à la fois consommateurs et décomposeurs. Ils sont omnivores, pas difficiles et opportunistes. Qui d'entre vous ne s'est jamais étonné de voir autant de corneilles, de pies ou de buses perchées au bord d'une route ? À votre avis, qu'attendent-ils ? Un repas gratuit, bien sûr. Les milieux façonnés par l'être humain tuent beaucoup d'animaux sauvages. Les routes, les voies ferrées, les lignes à haute tension, les éoliennes et les vitres sont autant de pièges pour la faune. L'agriculture intensive, elle aussi, est cause de mortalité. Chaque moisson est aussi une hécatombe. Mais les corvidés ont su tirer leur épingle du jeu. Ce sont des charognards facultatifs, contrairement aux vautours qui, eux, sont des charognards stricts, obligatoires. En bonne harmonie, les charognards facultatifs de différentes espèces se partagent le boulot et les plages horaires. Le jour, c'est pour les corvidés, et la nuit appartient à un chasseur, en grande partie au renard. Les corvidés sont les premiers équarrisseurs de France, des épurateurs naturels et gratuits qui éliminent les cadavres des petits animaux. Valérie Dufour, notre spécialiste du comportement des corvidés, nous rappelle ce rôle d'éclaireur. L'image la plus connue, c'est ce rôle de charognard. Donc les oiseaux, les corvidés vont être capables d'aller sur des carcasses. Ils vont s'attaquer généralement aux yeux, à différentes parties de l'animal. Et c'est vrai que c'est une fonction qui est très utile puisqu'elle permet de nettoyer les champs des micro-mammifères ou de choses comme ça. Il y a des études intéressantes qui montrent que les corvidés vont souvent être les premiers sur un site où il y a une carcasse et ils vont servir d'indicateur de l'endroit où cette carcasse est pour d'autres espèces. Alors pour des rapaces, mais aussi pour des coyotes, pour des ours. Voilà. Donc il y a il y a quelques études qui montrent qu'ils ont un rôle important à jouer aussi pour fournir de la nourriture à d'autres espèces. Mais attention, ces charognards facultatifs sont aussi en compétition avec d'autres décomposeurs, insectes et micro-organismes. Et dans ce cas, c'est la course à la récup. Plus un cadavre est décomposé, moins il est comestible, intéressant pour les charognards facultatifs. Donc nos oiseaux noirs sont aussi attentifs que rapides. Et c'est le cas. Une étude anglaise a établi que des corneilles avaient éliminé plus de 90% de tous les rats morts mis à leur disposition en une seule journée. Mais il y a encore plus important que ce recyclage des éléments nutritifs.
Les charognards fonctionnent aussi comme un cul-de-sac épidémiologique. Ça veut juste dire qu'ils empêchent la propagation de maladies, d'épidémies. Et bien sûr, les vautours sont les maîtres en la matière. Mais les corvidés aussi dans une moindre mesure. Les corbeaux et les corneilles invitent souvent ces vautours à leur banquet. Ce n'est pas qu'ils ont bon cœur, c'est juste qu'ils ont besoin du bec crochu de l'ouvre-boîte des vautours et des mâchoires du loup pour ouvrir un cadavre, tout simplement. Et c'est pourquoi les yeux des vautours seraient notamment très sensibles aux irisations du plumage de maître corbeau qui nous apparaît noir, mais qui pour les autres oiseaux a bien d'autres couleurs. Les corvidés, ce sont des oiseaux qu'on imagine toujours noirs, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, hein. On a la piquée noire et blanche, le geai qui est très coloré. Il se trouve que même ceux qui sont noirs, comme la corneille, le freux ou le grand corbeau, ils sont noirs de notre point de vue, c'est-à-dire qu'ils ont en fait des couleurs irisées sur les plumes, et quand on est un oiseau et qu'on a une vision tétrachromatique, c'est-à-dire qu'on est capable de voir les ultraviolets, eh bien on perçoit un corvidé avec des couleurs et pas noir. Donc l'humain, lui, il est trichromatique, il a une vision des couleurs qui est un peu moins performante que celle des oiseaux, et lui voit les oiseaux noirs. Alors ça a un intérêt cette question parce que quand on est un prédateur et qu'on voit un oiseau noir au sol, on va peut-être pas le distinguer parmi le paysage et on va pas le repérer. Si on est un prédateur mammifère avec une vision trichromatique, les corvidés noirs, on les distinguera pas très bien quand il y a de l'ombre, quand il fait sombre. Par contre, si on est un oiseau, comme un rapace, avec une vision des couleurs tétrachromatiques, on verra très bien les corvidés. Ils ne seront pas du tout confondus dans le paysage. La coopération est partout dans le vivant, loin de la loi de la jungle. Les animaux ont besoin les uns des autres pour survivre. C'est pourquoi les milieux sauvages intacts sont plus résilients, plus résistants. Et nous avions vu ça dans les épisodes précédents sur les loups et sur les requins. Cette coopération profite à toutes les espèces. Les grands corbeaux surveillent tout ce qui se passe et maintiennent tout leur voisinage en alerte. D'une certaine manière, ça évite de lambiner, ça élimine les faibles et les mal adaptés. Par exemple, des corbeaux mènent des raids pour piller les caches de nourriture des renards arctiques. Leur excellente mémoire leur permet de repérer les garde-manger des autres, que ce soit ceux de leurs congénères ou ceux des autres animaux comme les écureuils. Ils retiendront l'emplacement pendant plusieurs mois pour pouvoir venir y voler de la nourriture si le besoin s'en fait sentir. Cette bonne mémoire et cette roublardise obligent les autres espèces à redoubler de prudence et d'inventivité elles aussi. Et ce sont celles-là qui transmettront le mieux leurs gènes. La grande intelligence et sociabilité des corvidés leur apportent un autre avantage. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, les corvidés communiquent de façon très élaborée entre eux. Quand un corbeau a trouvé la carcasse d'un animal trop gros pour lui seul, il va appeler ses congénères, moins par souci de partager son butin que pour éloigner les concurrents indésirables. Conclusion, l'union fait la force chez les corbeaux aussi. Mais attention, s'ils sont parfois alliés avec les rapaces, qui ne dédaignent pas une bonne charogne eux aussi de temps en temps, je pense notamment à la buse et au milan royal, les corvidés passent beaucoup de temps à harceler les becs crochus. Ça s'appelle le mobbing, un mot anglais qu'on peut traduire par houspillage en bon français. Souvenez-vous, vous avez peut-être déjà vu un jour une nuée de corneilles attaquer une buse. Pourquoi font-elles ça ? Parfois, c'est pour lui voler sa nourriture, et souvent, c'est pour les éloigner de leur nid, tout simplement. C'est un peu comme les requins et les dauphins, les loups et les renards. Beaucoup de voisins sont aussi des frères ennemis dans le vivant. Tenez, prenez par exemple le grand-duc d'Europe. S'il s'appelle ainsi, c'est parce qu'à chaque fois qu'il vole de jour, il a de grandes chances d'être poursuivi par tout un cortège de corvidés, des corneilles, des pies, des choucas. De loin, ils ont l'air d'être ses courtisans, mais en fait, ils veulent se bagarrer, ils veulent lui voler dans les plumes. Un dernier point qui ne vous aura pas échappé, c'est que nos corvidés, tout charognards qu'ils sont à la campagne, se sont mués en éboueurs en ville. Des éboueurs qui, pour le coup, ne sont jamais en grève. Les corvidés sont des opportunistes qui vont, comme nous, tous au moindre effort. Massacrés dans les campagnes, beaucoup de corvidés ont élu domicile en ville. Les populations de pies, par exemple, sont en déclin à la campagne, mais en nette augmentation en ville. Tous ces néo-urbains sont devenus très dépendants des activités humaines. Et en voici une preuve. Pendant le confinement, par exemple, beaucoup de jeunes corneilles inexpérimentées sont mortes de faim, car dans les rues désertes,
les poubelles sont restées vides trop longtemps. C'est dire à quel point aujourd'hui nos poubelles sont importantes pour la survie des espèces qui vivent autour de nous en ville. Leur présence ne passe d'ailleurs pas inaperçue et beaucoup de citadins s'en plaignent. En 2015, des passants se sont plaints d'attaques. J'ai demandé à Valérie Dufour d'où venait cet étrange comportement. Et ces phénomènes-là, c'est important de le mentionner parce qu'aujourd'hui, on va recueillir des corbeaux tombés des nids, par exemple. On va s'en occuper, on va jouer avec eux parce qu'ils sont très joueurs, ils sont très interactifs et il y a un lien qui se crée. Pour eux, ce lien, il est fondamental à leur survie. C'est un lien de couple quasiment qui se met en place. Et pour nous, c'est pas du tout le cas. Donc il y a un déséquilibre dans ces relations. Et au bout d'un moment, ces jeunes, ils deviennent un petit peu agressifs parce qu'ils veulent qu'on leur donne plus d'attention, qu'on s'occupe d'eux. Et nous, on ne sait pas gérer ça, donc on va les relâcher. Et en fait, on condamne ces oiseaux à une vie pas très sympa parce qu'ils sont quasiment incapables de retrouver des congénères. Pour eux, ils ne sont pas des corbeaux et ils sont globalement incapables de se réadapter à la vie sauvage et à la vie sociale. Donc c'est quelque chose où il faut faire vraiment très attention de ne pas imprégner ces oiseaux si on peut l'éviter. Le problème des oiseaux imprégnés qui vont être lâchés, c'est que ce sont des oiseaux qui n'ont absolument pas peur de l'être humain, donc qui vont nous frôler, voler à côté de nous. Alors c'est pas forcément dangereux de toute façon, mais simplement quand on étudie ce phénomène-là, ça a été fait à Paris. On signalait en fait à Frédéric Giguet, qui est chercheur au Muséum d'histoire naturelle à Paris, qu'il y avait des oiseaux qui agressaient les gens dans la rue, des corbeaux, enfin des corneilles. Et donc il est allé voir, il a capturé un des oiseaux, il l'a bagué, et puis ensuite il a reçu des coups de téléphone où on lui disait « Ah, mais il y a un oiseau, il y a des oiseaux qui nous attaquent ». Et il leur a demandé aux gens « Mais est-ce que c'est un oiseau qui a une bague rouge ?» « Ah bah oui ». Et en fait c'était toujours le même oiseau. Et cet oiseau-là, il avait été imprégné, puis relâché. Et c'est toujours le même oiseau qui était responsable de dizaines d'interactions avec des humains sur un même quartier. Donc non, c'est pas les corvidés qui attaquent les gens, pas du tout. C'est les oiseaux imprégnés qui ont perdu cette distance avec l'être humain. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de ne pas imprégner ces oiseaux. Le vivant vit, survit, dans les marges que nous lui accordons. Le seul critère qui vaille, c'est est-ce que c'est utile ou pas pour nous ? S'ils sont utiles, les animaux ont le droit de vivre. Et sinon, s'ils empiètent trop sur nos modes de vie, sur notre confort, ils doivent être détruits, souvent dans l'indifférence, voire parfois avec plaisir. Comme pour les loups ou les requins, les corvidés jouent pourtant un rôle essentiel dans les mécaniques du vivant. Et ils n'en ont pas qu'un d'ailleurs, ils en ont beaucoup d'autres. Nous en verrons d'ailleurs un autre dans le prochain et dernier épisode de notre série. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Nous vous parlerons de leur rôle de disperseurs de graines, de forestiers. Les chênes, par exemple, qui constituent 40% de la forêt française, doivent énormément aux geais, qui dissimulent des glands dans des milliers de caches. Évidemment, certains sont oubliés, et ils finissent par pousser et devenir de nouveaux chênes. Et il se passe la même chose avec le moins connu des 10 corvidés français. Le casse-noix moucheté, lui, propage des graines de pin, un pin montagnard qui s'appelle l'Arole ou le pin sembro. Et c'est ainsi, et grâce à eux, que nos forêts se régénèrent. À bientôt.